Faut-il s'inspirer du modèle scandinave? Alors, ce fameux modèle scandinave, c'est la social-démocratie rêvée et convoitée par la gauche québécoise depuis une quarantaine d'années au moins. Alors, qu'est-ce qu'il en est au juste? Comment se définit réellement cette social-démocratie? Quelles sont ses particularités? Lesquelles de ces politiques publiques pourraient nous inspirer au Québec? Lesquelles pourrions-nous reprendre ou adapter pour notre réalité? Les 4 pays qui m'intéressent, la Norvège, la Suède, le Finlande et le Danemark. J'inclus pas l'Islande, il n'est pas là. Et même si l'Islande est scandinave culturellement, c'est vraiment très différent. Donc, j'en parle pas. Le Finlande, par contre, c'est pas un pays scandinave, sauf la minorité suédophone qui est là. Mais pendant plusieurs siècles, ça faisait partie de la Suède et vraiment, ça ressemble beaucoup les autres 3. Le deuxième, vous voyez les 4 pays avec la population. Donc, en tout, on parle d'une population d'à peu près 25 millions de personnes. Vous avez ici un beau château à Saltsjöbaden. Ça, c'est pas loin de Stockholm. Et c'est là-bas, en 1938, que l'État, les patronats et les syndicats se sont rencontrés pour vraiment s'entendre sur la concertation. Et c'est à partir de ce moment-là que les syndicats ont commencé à jouer vraiment un rôle très important. Vous voyez le taux de syndicalisation, ça descend un peu maintenant, mais quand même, en Suède, c'est 70% des travailleurs sont syndiqués. Donc, ce n'est pas comme d'autres places, comme en France, par exemple, ou l'Allemagne, limité à certains secteurs, souvent des secteurs des travailleurs publics. Et ça, c'est le siège social de LO, le grand syndicat de col bleu à Stockholm, et vraiment qui joue un rôle très important depuis longtemps, depuis 1938, sinon même plus. Je parle surtout de la Suède. Il y a des choses semblables dans les autres pays, mais je connais mieux la Suède. La grande majorité des membres d'LO sont dans le privé et dans les industries d'exportation. Ça, c'est très important parce que si le leader dans l'économie ou les syndicats jouent un rôle très important, quand même, ils sont orientés vers les industries productives et exportatrices. Ça, c'est le grand où on fabrique des navires. C'est Kockums, ça s'appelle Kockums, et ça, c'est près de Malmö, la 3e ville de la Suède dans le sud. Et ça, c'est une photo qui était prise il y a 30 ans. Et c'était probablement le plus grand usine de fabrication des navires, de bateaux, de grands bateaux dans le monde. Si vous y allez maintenant, c'est complètement disparu. Il y a 20 ans, ils ont décidé on n'est pas rentable, on ne peut pas vendre nos navires, alors on va le fermer. Mais c'était fait ensemble avec les syndicats, avec l'État, pour remplacer ces industries par des industries très à la mode. Et Malmö, maintenant, ça va assez bien. Et l'industrie en général en Suède, surtout les hautes technologies, ça va assez bien. Mais une chose importante, c'est parce que les acteurs dans la concertation peuvent décider ensemble, il faut viser ces industries et laisser tomber les autres qui ne sont pas rentables, qui ne peuvent pas faire concurrence sur le plan international si on veut payer des bons salaires, des bonnes conditions. Donc, il y a en Finlande, il y a 15 ans, c'était une des grandes compagnies du monde. Vous connaissez surtout cette compagnie-là, mais la haute technologie, ça change vite. Et le Finlande était trop dépendant sur cette compagnie. Et maintenant, un des problèmes économiques qui vivent toujours, ça va mieux, mais ce n'est pas aussi bien que ça, c'est de remplacer Nokia avec d'autres industries. Mais les autres 3, on vit avec le chômage, un peu plus en Finlande, un peu moins en Danemark. En Suède, c'est quand même 7% à peu près. Mais à part de ça,
vous voyez en bas le taux de croissance économique, et même que partout, quand il y avait la récession, il y avait une descente, ça remontait pas mal, et en général, l'économie va assez bien. Ce qui est intéressant, c'est comment ils partagent les fruits de cette productivité. Alors, commençons avec la politique. Ça, c'est juste des chiffres de participation aux élections. Et j'espère que vous pouvez le voir. Mais les deux premiers sont la Suède et le Danemark. La Belgique ne compte pas parce que c'est obligatoire. Alors, ces deux pays-là, il y a un taux de participation aux élections plus de 80%. Une des raisons, c'est le système de vote proportionnel. Ça, c'est si vous allez dans un bureau de vote, les votes municipaux, régionaux et nationaux se font au même moment et vous avez tous les niveaux des listes des partis. Donc, vous choisissez le parti, vous sortez la liste. Dans la liste des candidats, c'est des listes régionaux. Vous choisissez le candidat qui vous intéresse le plus et vous mettez ça dans la boîte. Et à la fin, on divise proportionnellement selon le vote total. Parmi les élus sont ceux qui étaient préférés par les électeurs. Un des résultats de leur politique, c'est la participation des femmes au Parlement. Vous voyez que c'est les 4 Scandinaves qui sont les meilleurs, qui sont près de 50%. Ça veut dire le pourcentage de députés dans le Parlement national. Donc, ce sont les 4 les meilleurs. C'est lié avec le système politique. Ici, vous voyez le taux de pauvreté dans les familles monoparentales. Et ça, c'est un problème dans presque tous les pays, que les familles monoparentales ont des problèmes. Beaucoup sont sous le taux de pauvreté. Mais quand vous voyez là-bas le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège, quelque part, vous voyez qu'ils sont les plus bas. Le rouge, c'est avant impôt. Le bleu, c'est après impôt. Même les familles monoparentales, dans ces pays-là, c'est à peu près 6 ou 7% qui sont dans une situation de pauvreté. Chez nous, c'est beaucoup. Québec fait un peu mieux que les autres provinces, mais on est loin de cela. Et aux États-Unis, vous savez que presque toutes les familles monoparentales sont sous le taux de pauvreté, disons, qui sont pauvres. Ça, c'est l'égalité des revenus, la distribution, le pourcentage des 20% les plus riches comparé aux 20% les plus pauvres. Donc, vous voyez, aux États-Unis, c'est à peu près 8, et ça, c'est un peu vieux, 2009. Maintenant, c'est même pire. Mais vous voyez, c'est à peu près 9 fois plus riche. Chez les Scandinaves et les Japonais, c'est beaucoup moins. C'est à peu près 4-5 fois. Donc, c'est juste un indicateur de les inégalités de revenus. Si vous connaissez le travail de Piketty, c'est intéressant. C'est ça que démontre Piketty, que les riches deviennent beaucoup plus riches dans les pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et au Canada depuis les années 80. Chez les Européennes, ça se fait beaucoup moins. Vous voyez, en Suède, ça devient un peu plus inégalitaire, mais beaucoup loin de ce qu'on a vu chez les pays anglo-saxons. Les Américains pensent que oui, on est une société inégale, mais tout le monde peut devenir riche. En effet, ce n'est pas le cas. C'est les Scandinaves qui ont le meilleur taux de mobilité sociale. Ça veut dire que si vous êtes né dans une famille pauvre, vous pouvez quand même être riche plus tard. Vous allez voir un de mes livres qui est là-bas, qui s'appelle La compétence civique. Moi, j'insiste beaucoup sur ce que j'appelle la redistribution intellectuelle ou non matérielle. Ça veut dire que ce n'est pas simplement qu'on redistribue les revenus, mais aussi on donne l'opportunité pour ceux qui sont plus pauvres, moins instruits, de quand même participer et d'avoir les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires pour participer économiquement, politiquement, socialement. Ça, c'est les chiffres d'un test de ce que j'appelle compétence civique. Ça veut dire
on leur a donné des phrases ou toutes sortes de connaissances et vraiment, on leur a posé des questions, est-ce qu'ils comprennent? Et ce sont des choses qu'une citoyenne qui veut participer doit comprendre. Ce que j'ai ici, ce n'est pas les résultats comme tels, mais la différence entre ceux qui ont fait des scores bas et ceux qui ont fait des bons scores. Ça veut dire les inégalités de compétences. Aux États-Unis, la différence est beaucoup plus grande. La moyenne des 10 en bas, c'est 300 sur 1000, et les meilleurs 10 c'est 600 sur 1000, et un pays comme le Danemark, c'est 400 et 600. Donc, la différence est beaucoup plus rétrécie. Ça j'appelle la différence de compétences. Et sur l'autre, ça, c'est l'inégalité. Ici, c'est le coefficient Gini, mais c'est une autre mesure d'inégalité. Donc, il y a un lien très fort une relation très forte entre la redistribution non matérielle et la redistribution des revenus ou la redistribution matérielle. Vous voyez ici le taux de participation en éducation. Le Finlande, c'est 43% de 20 à 29 qui sont dans l'éducation. Le Danemark, c'est 37. Les autres pays, c'est 29, 25. La Suède, c'est 33. Et c'est continu dans les années 30 et 39. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus grand chiffre de participation à l'éducation permanente, à l'éducation des adultes. Pour moi, ça, c'est un élément très important qui explique les autres choses. Je viens maintenant à un peu la négativité. L'éducation des adultes, à mon avis, ça va très bien. Mais l'autre partie de l'éducation, ça va très bien en Finlande, mais dans les autres trois, ça ne va pas aussi bien qu'il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai commencé à étudier ces pays-là. Par exemple, en Suède, vous voyez, ça, c'est des résultats depuis 2000. Ça, c'est sur le PISA. Ça, c'est un test international de compétences des étudiants à niveau de 14-15 ans. Et c'est une diminution régulière. Les Suédois, les Danois, etc., quand il s'agit de l'investissement dans l'éducation, ils sont parmi les meilleurs. Mais une fois qu'on regarde les résultats dans les tests internationaux comme le PISA, ça, c'est le diamant. Vous voyez que ce n'est pas très bien. Il y a d'autres pays où ça va pas mal mieux que ces pays-là. Et donc, s'il y a une faiblesse, à mon avis, c'est vraiment l'éducation. Ça, c'est le taux de satisfaction des maîtres, des professeurs. Le taux de satisfaction en Suède, par exemple, est très bas. C'est parmi les plus bas. Ils sont avec les Français. Si vous avez rencontré des professeurs en France, vous savez qu'ils ne sont pas très contents. Il y a un problème de l'éducation, je peux en parler plus si vous voulez, mais pour moi, en général, les autres éléments, ça fonctionne, il y a des changements importants. La première chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à regarder les liens qu'on pouvait faire entre le Québec et les pays nordiques, je suis allée voir la stratégie du gouvernement du Québec à l'égard de l'Europe. Et ce qu'on constate, si vous allez le lire, c'est que la seule fois qu'on parle des pays nordiques, c'est pour les situer sur la carte. Les pays qui sont ciblés, par exemple, par la délégation québécoise, ça va être en France. On comprend l'idée à cause de la langue, à cause de la culture. Le Royaume-Uni à cause de notre héritage britannique. L'Allemagne, c'est déjà moins clair. L'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Russie. Les pays nordiques, il n'y en a aucun qui sont là, et pourtant, on a beaucoup de ressemblances. Alors, je me suis amusée à comparer le Québec, la Suède et l'Italie, qui est une des places où est-ce qu'on a une délégation du Québec. Et là, quand vous regardez ça, la taille de la population, Québec et Suède est très près. L'Italie, c'est vraiment pas ça. Quand on regarde le nombre de grandes villes, c'est assez important parce que le nombre de grandes villes, c'est un peu la dynamique du pays, parce que dans une place, par exemple, comme en Suède et même au Québec, les grandes villes ont de l'importance. Alors, on sait qu'au Québec, il y en a 9, il y en a 11 en Suède et il y en a 46 en Italie. Le nombre de régions, ça, c'est à peu près la même chose.
On a à peu près les mêmes ressources naturelles dans le cas du Québec et de la Suède. L'Italie, c'est déjà différent et je n'ai pas rajouté les nouilles. Le nombre de forêts, ça, c'est un petit peu plus différent. L'énergie se ressemble dans le cas du Québec et de la Suède. J'en aurais plein d'autres à montrer. Nous, on protège le français, eux, ils protègent le suédois. Il faut comprendre qu'eux doivent protéger le suédois encore plus que nous autres parce qu'il y a beaucoup plus de gens francophones que des gens qui parlent suédois. Et le climat, bien sûr, n'est pas le même du tout. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on a si peu de liens avec les pays nordiques par une délégation plutôt que ce soit vraiment ceux avec qui on travaille. L'autre chose, c'est que les pays nordiques, effectivement, sont à peu près 25 millions de personnes ensemble et souvent, ils travaillent ensemble sur certains dossiers très importants. Puis un des dossiers, c'est l'environnement. Et ils travaillent ça, entre autres, à travers ce qu'on appelle le Conseil nordique des ministres. Et dans leur politique en 2006, je crois, en tout cas pour les 15 prochaines années, ça, c'est un des points principaux qu'il y a et c'est un des points qui achoppe beaucoup au Québec, c'est-à-dire le lien entre l'utilisation d'énergie fossile et la croissance économique doit être rompu au niveau planétaire. Tant qu'on considère que le pétrole est une question économique et non pas une question simplement énergétique ou une question de besoin, on va se ramasser dans les problèmes qu'on a présentement. Si on regarde les intensités des émissions de gaz à effet de serre per capita, on se rend compte que le Canada est beaucoup plus élevé que le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège. Et le Québec s'en tire pas si mal, mais je vous signale que le pays qu'on regarde aujourd'hui, c'est la Suède, qui est la moitié à peu près du Québec. Au Québec, il ne faut pas oublier que le gros de notre production électrique est une production électrique renouvelable où il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a un bout à faire pour les autres secteurs. Ressources naturelles, quand on regarde la part qui est de l'énergie renouvelable, on se rend compte que l'Islande, je pense que vous savez tous pourquoi l'Islande a beaucoup d'énergie renouvelable, c'est à cause de la géothermie. Mais en Suède, il y a énormément de travaux qui sont faits sur la question de l'énergie renouvelable, entre autres au niveau de tout ce qui est carburant. La question qu'on peut se poser, c'est des fois, on a l'impression que les pays nordiques ont toujours été merveilleusement environnementaux, puis ça s'est toujours bien passé et tout. Non, ce n'est pas ça la réalité. L'image que je vous montre, c'est l'image de Göteborg, qui est la deuxième plus grande ville de Suède, qui est le moteur industriel, le plus grand port de Scandinavie. Ça, c'est en 1990. On la surnommait la banlieue de l'enfer. Les grandes industries sont là. On parlait tantôt des navires. Ils étaient là. Les raffineries étaient là. C'est le siège de Volvo, le siège de Saab. C'était vraiment pas drôle. Ils sont allés chercher le chef de Greenpeace. Celui qui était à la tête de Greenpeace Suède, c'est la ministre de l'Environnement, qui lui a dit « Tu t'en viens à Göteborg, puis tu t'en viens régler la question environnementale. » Et quand il est arrivé à Göteborg, au lieu de commencer à mettre des lois, puis d'imposer des politiques, puis imposer des règlements, il est allé travailler directement avec les grands industriels en disant « Ça va mal pour vous autres, ça va mal pour nous autres, comment on peut travailler ensemble? » Et maintenant, en tout cas, si vous allez à Göteborg, vous pouvez vous baigner dans l'eau, vous pouvez à la limite pêcher, fait que ça l'a beaucoup changé. L'autre objectif de la Suède qui est très clair, et le premier ministre actuel, Stefan Löfven, il tient beaucoup, c'est les objectifs 20-20-20, c'est-à-dire 20 moins de gaz à effet de serre d'ici 2020, 20 plus d'énergie renouvelable et 20 plus d'efficacité énergétique. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est plein d'exemples pour vous. Ce n'est pas juste le gouvernement qui agit là-bas, c'est le gouvernement, c'est les consommateurs, c'est les industriels, c'est tout le monde, et entre autres les municipalités qui ont un énorme impact là-bas. Partout en Suède, on est rendu à 120 usines de biogaz, qui est le gaz naturel produit à partir des déchets. Il y a à peu près 40 000 voitures qui fonctionnent au biogaz. Et le biogaz, comme vous savez, comme c'est produit à travers les déchets, que c'est les municipalités qui s'occupent des déchets, dans la majorité des cas, c'est les municipalités qui ont eux-mêmes les stations-service. Et ces photos-là ont été prises, ça fait déjà plusieurs années. Ça veut dire que ça ne date pas d'hier qui sont dans cette transformation-là. Ensuite, comme on peut voir, par exemple, avec le service communautaire au Québec, ce que vous regardez à gauche, c'est du partage d'auto en libre circulation, comme on commence à voir à Montréal. C'est un système un peu différent, mais Volvo en a profité pour faire un système à la Communauto, mais c'est leurs propres autos qu'ils louent. Quand vous allez chez Communauto, vous avez généralement des tout petites voitures. Eux, ils ont des petites voitures et des grosses voitures, ce qui fait qu'au lieu de s'acheter un gros VUS, on va se le chercher dans une espèce de Communauto qui appartient à Volvo dans ce cas-là. Puis l'idée, ce n'est pas d'être le plus environnementaliste possible, c'est l'idée d'avoir le plus de choix et que ces choix-là soient les plus environnementaux.
On peut voir à gauche les autobus qui sont au biogaz aussi, et à droite, là, la nouvelle folie dans le bon sens du terme là, à Göteborg, c'est qu'on s'en vient avec des autobus complètement électriques. Bâtiment et aménagement du territoire, là, on tombe vraiment dans la responsabilité des villes parce que les villes suédoises ont le droit d'avoir des bâtiments, des multilogements en tant que tels. Quand je suis allée au mois de septembre, j'ai photographié ça, puis on le voit très mal, mais c'est qu'en fait, les bâtiments, ils sont obligés de déclarer c'est quoi leur consommation d'énergie. Ça serait le fun qu'on ait ça au Québec. Ça, c'est le fameux modèle, ceux qui restent à Québec, il doit quand même y en avoir quelques-uns ici, le fameux Amarby-Stad, qui est le modèle présentement de l'aménagement merveilleux et magnifique et tout. Moi, j'ai trouvé ça très beau quand je suis allée, mais on s'entend que c'est un tout dans la façon dont l'urbanisme fonctionne de façon générale. Je vais vous donner un exemple. C'est beaucoup plus dense que d'habitude. C'est tout au bord de l'eau. Il y a vraiment beaucoup de place pour aller se promener. C'est proche de la ville. Il y a moyen d'y aller en vélo. Il y a moyen d'y aller à pied. Il y a le retour des ruelles et tout ça. C'est devenu le nouveau modèle très chic, mais le problème, c'est qu'ils pensaient que ça allait être une place où est-ce qu'il allait avoir des gens d'un petit peu des gens plus pauvres, des gens plus riches. Et ce qu'on se rend compte au bout de quelques années, c'est à peu près que les riches qui sont là. Et si vous allez là en plein jour, comme je suis allée, tout ce que vous voyez, c'est des papas avec poussettes ou des mamans avec poussettes. Et c'est totalement mort. Ça a l'air d'un ghetto, dans un sens. Industrie et commerce, quelques exemples pour vous dire. En Suède, si vous voulez que ça fonctionne au niveau de la compétition, au niveau du commerce, au niveau de la concurrence, vous avez avantage à parler environnement. Par exemple, ça, c'est une salle de conférence qui est complètement dans la forêt, où ils ont coupé à peu près aucun arbre, et c'est là que les gens se réunissent comme salle de conférence, et c'est relativement près d'une ville, mais on l'a mis en plein bois. Ce que vous voyez là, c'était supposé être un dépotoir. C'est une ancienne carrière de calcaire et ça devait être un dépotoir ou rempli d'eau. Et finalement, il y a une chanteuse d'opéra qui l'a pris en main et ils ont littéralement fait simplement une salle, c'est-à-dire une espèce d'amphithéâtre complètement naturel. Et ça a été très, très, très peu coûteux. Et juste pour vous dire maintenant, Pink Floyd va jouer là. Il y a 200 000 personnes. C'est en plein milieu de la Suède, en plein cœur de nulle part, si on peut dire. Et c'est devenu une des places les plus chics à aller. Même dans des cas qui sont très industriels, si on prend par exemple le port de Göteborg, il y a une collaboration avec le transport ferroviaire et ils ont réussi à amener l'électricité directement au port. Ça a l'air de rien, mais vous savez que les navires, quand ils sont à quai, ils fonctionnent généralement au diesel. Bien, au port de Göteborg, ils peuvent fonctionner à l'électricité, donc il n'y a pas de pollution due au bateau. Ils ont aussi fait une entente de certification qui s'appelle Clean Shipping, ce qui fait qu'une compagnie, par exemple, comme IKEA, va dire « Moi, je ne veux avoir que des bateaux qui sont Clean Shipping ». C'est une certification environnementale où ils font attention justement à la consommation d'énergie, à la consommation d'eau, aux déchets, tout ça. Et ils commencent également à utiliser le gaz naturel pour les navires, les traversiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le cas du traversier, je crois, à Matane maintenant, qui va fonctionner au gaz naturel. Il y a des McDo locaux là-bas, des fast-foods, là, et on compense nos émissions de carbone. Je ne pense pas qu'on ait jamais vu ça au Québec. Pour attirer la clientèle qui généralement va chez Subway ou va chez McDo, parce qu'il y a des McDo et des Subway là-bas, ils utilisent l'argument écologique pour pouvoir s'attirer des clients et ça fonctionne très bien. Le milieu marque, c'est le symbole le White Swan, c'est le symbole le plus sévère environnementalement pour les hôtels, pour tout ce qui est commerce. Et c'est très dur d'aller chercher la certification, mais il y a des chaînes complètes d'hôtels qui vont les chercher, par exemple. Le Crave, si vous allez faire votre épicerie, et souvent même dans les dépanneurs, parce qu'il y a beaucoup de dépanneurs en Suède comme au Québec, Crave, c'est une compagnie écologique et il y a des produits comme ça partout. Je vous prends deux petits exemples juste pour la beauté des choses. Övertorneå, c'est sur le cercle polaire de la Suède. Et ils ont plein de projets d'énergie renouvelable, mais ils ont également des projets avec les écoles. Toutes les municipalités, il y a 288 municipalités en Suède, il y en a le tiers qui font partie des municipalités éco-responsables, donc ils ont plein de projets comme ça. La deuxième, c'est Jokkmokk, c'est sur le cercle polaire également. Ils sont 4 000 pour un territoire de 28 000 km². Il y a beaucoup les Samis, les peuples indigènes là-bas. Et eux aussi, ils font plein de projets en environnement et ils ont développé un centre de compétences en énergie verte en plein milieu, littéralement de nulle part, qui est à la fois une réserve de la biosphère
culturelles et naturelles. Oui, les politiques, c'est super intéressant, puis elles sont là, mais une des choses qui est forte en Suède, c'est vraiment toute la pression qui vient de tout le monde sur ce fameux consensus-là. Et je pense qu'ici, on aurait tout avantage à travailler ensemble sur beaucoup de projets parce qu'il y a certains consensus sur certaines questions. L'électrification des transports en est certainement une. L'efficacité énergétique, on en parle souvent. Les municipalités peuvent jouer un rôle important. Au Québec, les municipalités sont quand même assez fortes, fait que ça serait intéressant à ce niveau-là. Merci. J'ai pris le classement. C'est très difficile de classifier les systèmes de santé, hein. C'est vraiment complexe. Il y a plusieurs dimensions à regarder. Il y a quelques palmarès. Ils ne sont pas tous fiables, les palmarès des systèmes de santé, mais sûrement celui qui est le plus crédible, c'est celui du Commonwealth Fund et qui classe les systèmes de santé de 11 pays. Il les classe sur les critères d'accessibilité, de qualité, d'efficacité, d'égalité et de santé, c'est-à-dire les performances par rapport à c'est bien beau être bien traité puis pas attendre et tout ça, mais est-ce qu'on guérit? Ça, c'est l'autre question. Alors, c'est aussi pris en considération. Les plus performants de ces systèmes-là, c'est le Royaume-Uni, la Suisse et la Suède. Je dois dire que la Suisse, c'est un système de santé qui est extrêmement cher et qu'on ne serait certainement pas capable de se payer. Mais la Suède est presque aussi performant dans des dimensions économiques beaucoup plus acceptables. Nous, on est au 10e rang sur 11, alors on a encore des croûtes à manger. Et curieusement, quand on veut nous proposer des solutions pour améliorer le système de santé, on nous propose de copier les États-Unis qui sont le 11e sur 11. Alors, première chose, pourcentage du PIB comparé aux dépenses totales de santé, 30 pays. Alors, on voit que le Canada dépense assez considérablement en santé et que la Suède est légèrement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE qui sont évalués. Alors ça veut dire par personne qu'au Canada, on dépense 4 522 $ et beaucoup moins en Suède, 3 925 par personne. Si on regarde la part du PIB qui est consacrée aux dépenses de santé du secteur public, là, on voit qu'il n'y a pas tellement de différence entre le Canada et la Suède. Donc, avec l'argent qu'on met dans notre système de santé publique, on pourrait faire aussi bien que la Suède. La différence, ce qu'on met de plus au Canada, ça va dans le privé et ça ne va pas dans le système de santé publique. Alors, eux, ils réussissent à couvrir de façon universelle en couvrant aussi les soins dentaires, les médicaments et la réadaptation à l'intérieur du système public avec, j'y reviendrai, avec un ticket modérateur, mais qui est non seulement modérateur, mais très modéré. Alors, si on regarde la part des secteurs publics et privés dans le total des dépenses de santé, c'est là où on voit la grosse différence. Vous savez, on se fait toujours dire que notre système de santé est socialiste et qu'on est beaucoup trop public et qu'on a vraiment besoin d'introduire beaucoup de privés en santé. Alors, on s'aperçoit que nous, on a 30 % de privés dans notre système de santé. Et c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y a en Suède et beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y a dans la majorité des pays. Alors, on est beaucoup moins socialiste que ce qu'on nous raconte de notre performance. Le privé, il est fait de quoi en Suède et au Canada? Au Canada, le privé est fait beaucoup des dépenses qu'on sort de notre poche là, quand on va à la pharmacie ou directement, mais beaucoup, beaucoup d'assurances, des assurances qu'on se paye. Ça, c'est une partie importante. En Suède, c'est vraiment majoritairement le ticket modérateur qui est la principale dépense et il y a très peu d'assurances privées en santé. Ce n'est pas un endroit, la Suède, où le privé peut faire beaucoup d'affaires. Les assurances
santé sont taxés à 25 %. Ils sont taxés à 25 % parce que l'État n'encourage pas le fait que les gens se munissent de ces assurances-là. Comme ils ont très peu d'assurances, c'est donc le système public qui doit fournir les services. Alors, le ticket modérateur, il est limité. C'est à peu près 11 $ pour une visite dans une clinique médicale publique et dans une clinique là, comme une clinique privée de quartier, comme notre médecin de famille. C'est entre 14 et 15 $ et c'est limité à 150 $ par année. Le problème, moi, j'aime pas le ticket modérateur. Là, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça pénalise surtout les personnes les plus pauvres et les personnes âgées. Or, ça donne que c'est les deux catégories de population qui sont les plus malades, donc c'est pas une très bonne idée de pénaliser ceux qui auraient besoin du système. Mais ces effets pervers-là sont compensés en Suède par le fait que les personnes à faible revenu sont remboursées par les communes ou des fois le conseil régional. Il y a pratiquement tout un système un peu complexe. Là, il y a peu de frais chez les personnes âgées. Les enfants sont exemptés, les femmes enceintes aussi. Il reste la question, comment ils réussissent à être aussi performants dans les meilleurs systèmes de santé au monde en mettant pas tellement d'argent et en le faisant au public surtout. Alors, une des réponses importantes, là, c'est ce qu'ils payent en médicaments. Alors, nous, au Canada, c'est 752 $ là, par habitant qu'on consacre aux médicaments. En Suède, c'est 474 $. Alors, et au Québec, on paye environ 1 000 $ par habitant. On paye beaucoup plus que la moyenne canadienne. Donc, si on pouvait récupérer cet argent-là, simplement de se comparer à la moyenne canadienne, on mettrait quand même pas mal d'argent dans nos poches ou à récupérer. Le ministère de la Santé bouffe à peu près 50 % des dépenses de l'État, ce qui écrase les autres ministères. Et Stéphane Paquin, de la chaire de l'ENAP là, en politique comparée, disait que si on faisait à peu près la même chose que les Suédois, on pourrait réinjecter 9 milliards là, dans le système par année, ce qui est loin d'être négligeable. Une autre de leurs façons de faire, c'est ils ont plus de médecins que nous, plus d'infirmières que nous et moins de lits d'hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les médecins et les infirmières, ils travaillent en première ligne, ils travaillent à voir les patients avant que les choses se détériorent et qu'il y ait besoin d'être hospitalisés. Le système de santé suédois est beaucoup plus préventif et beaucoup plus précoce dans l'intervention. Alors, en Suède, le ministère de la Santé est petit comparé à ici. Il y a à peu près 200-250 fonctionnaires qui travaillent là versus 2000 ici. Le ministère fait ce qu'un ministère devrait faire, définir les grandes politiques et sur quoi le système doit être évalué. C'est une agence qui est à l'extérieur du ministère qui alloue les budgets puis qui évalue. Et c'est beaucoup décentralisé. C'était auparavant décentralisé beaucoup dans les communes. Maintenant, c'est remonté à un niveau un peu plus élevé. C'est les conseils régionaux avec des députés, des parlementaires régionaux qui gèrent le système. C'est impossible que le ministre de Santé suédois soit interpellé en chambre parce que Mme Untel de Malmö n'a pas eu son bain dans un centre d'accueil. Alors qu'ici, c'est assez différent de ce côté-là. C'est très politisé, la santé. Il y a des décisions qui sont prises pour tout le système de santé qui sont basées sur le fait que le ministre peut être interpellé en chambre sur ce genre d'incident. Nous, au Québec, on a, et c'est vraiment pire depuis la loi 10, on a un ministère qui fait les politiques, qui fixe les critères, qui alloue les budgets, qui évalue, supervise la gestion, mais même maintenant, il gère directement les établissements en contrôlant là, les conseils des établissements qui viennent juste d'être nommés, puis en nommant directement les PDG. Alors, on a eu une évolution drastiquement à l'inverse de ce qui se fait en Suède. Les Suédois, ils l'ont facile dans le système de santé parce que les déterminants de la santé, ils sont beaucoup en amont du système. On n'arrive pas à la santé tous avec le même fardeau. Il y a des gens qui sont dans des quartiers plus favorisés, qui n'ont pas de problème d'argent,
etc. Puis il y en a d'autres qui sont pauvres, qui vivent à côté des autoroutes, qui n'ont pas d'éducation, qui ont une littératie en santé très faible. Et c'est sûr que quand on est dans une société qui prend en charge ces déterminants-là en amont, on arrive avec des gens au système de santé qui sont potentiellement beaucoup moins malades. Quand on prend soin des gens en amont, on peut vraiment changer beaucoup dans la distribution de la santé et du bien-être. Je vous présente, pas en détail, mais le cadre conceptuel de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS qui montre que l'enseignement, l'occupation, le revenu, etc., sont des choses qui sont extrêmement importantes dans la détermination de l'état de santé. La politique de santé publique de Suède est vraiment de créer les conditions dans la société pour faire en sorte que les gens puissent être en bonne santé, puis le faire aussi de façon égalitaire. Alors, on n'a pas une façon de voir le système de santé qui est seulement la gestion des soins de santé, comme actuellement, là, on se le fait dire, mais vraiment une vision beaucoup plus globale de ce qui amène les gens à être en santé ou non. D'autres choses aussi auxquelles on ne pense pas, ça, c'est les morts dans les accidents de la route. Chez les jeunes en bas de 18 ans, eh bien, la Suède s'est attaquée au problème par des politiques de transport en commun, d'apaisement de la circulation, etc., ce qui fait que nous, on a le double de jeunes qui sont tués dans les accidents de la route chaque année. Par rapport aux Suédois, ils sont plus nombreux que nous. Pour conclure, on a commencé à étudier, c'est récent, les politiques sociales des pays scandinaves et on a réussi à montrer que les politiques telles qu'elles sont faites en Suède ont vraiment une incidence directe sur le taux de mortalité, les politiques sociales, et chez les personnes âgées et chez la pauvreté, pour la pauvreté infantile. Alors, les barrières pour la santé, bien, les Suédois ils ont trouvé le moyen de les faire tomber, d'avoir une société beaucoup plus égalitaire à ce niveau-là. Le titre de mon présentation, c'est « Comment les pays scandinaves s'inspirent des politiques publiques des pays étrangers chez eux ». Le modèle scandinave est un modèle très reconnu internationalement. Il y a sûrement aussi des critiques, mais en général, c'est un modèle qui est considéré très inspirant depuis très longtemps dans différents secteurs politiques et dans de nombreux pays. Concernant la dimension temps, un des premiers exemples, c'est le journaliste américain Marcus Childs, qui a écrit le livre Sweden, the Middle Way en 1936. Et lui était très impressionné par la façon dont la Suède s'est sortie dans la dépression. Mais on voit aussi l'inspiration aujourd'hui. On parle par exemple beaucoup de modèles scandinaves dans la politique américaine présentement. Le démocrate Bernie Sanders en particulier. Mais on voit ça encore aujourd'hui. Récemment, le livre blanc sur l'indépendance publié par le gouvernement écossais en 2013 comporte de nombreuses références de modèles scandinaves. On parle beaucoup de, comme on appelle, justice et prospérité scandinave. Mais on voit aussi l'inspiration au Canada, mais aussi au Québec. Et c'est intéressant, tant le fédéraliste que le souverainiste. Voici quelques exemples médiatiques de cette influence. Ça, c'est l'actualité en 2007 et l'Economist en 2013. J'espère que ce n'est pas le même garçon, mais on ne sait jamais. On grandit vite en Scandinavie. Mais alors, c'est une inspiration très forte. Je crois que c'est important de dire que ce n'est pas juste le contenu de la politique, mais aussi le style politique. Surtout le pragmatisme et l'importance des consensus. Mais il y a un secteur politique dans lequel les pays scandinaves ne sont pas considérés comme un modèle pour les autres pays. Du moins, pas encore.
est celui de l'immigration et l'intégration. Pourquoi on cherche l'inspiration? Parce que les pays scandinaves ont une histoire commune. Ce sont les sociétés d'émigration. Les Scandinaves ont traditionnellement, historiquement, quitté leur pays en grand nombre. La première grande vague d'émigration des pays scandinaves a commencé dans les années 1840, mais les vagues ont commencé jusqu'en 1920. Dans les années plus actives, 1% de la population quittait son pays chaque année. C'est beaucoup. L'immigration, par contre, est très nouveau. Ça a commencé en Suède dans les 1950 et au Danemark et en Norvège en 1960. Alors, c'est relativement nouveau. Mais les populations immigrantes ont augmenté très rapidement dans les 3 pays. Également, les débats publics sur les questions d'immigration et l'intégration ont commencé. On entend souvent des histoires sur les problèmes d'intégration dans l'économie et société scandinave. Comme vous savez, les partis anti-immigration sont de plus en plus populaires. On a même vu les actes très violents récemment. Anders Behring Breivik a justifié ces actes horrifiques en disant qu'il était un soldat nationaliste contre le multiculturalisme en Norvège. Aussi, on a eu les controverses sur les caricatures du prophète Mohammed publiées dans la presse danoise en 2006. Et récemment, en Suède, il y a eu les émeutes des jeunes immigrants et des enfants d'immigrants dans les banlieues qui ont un sentiment d'être exclus de la société suédoise. Ça, sont l'exemple extrême, mais il y a aussi des tensions beaucoup plus répandues. Les données de l'Organisation de coopération et de développement économique, par exemple, ont démontré que les pays scandinaves ont obtenu de piètres résultats en ce qui concerne l'intégration des migrants dans le marché du travail par rapport aux autres pays. Alors, l'immigration est vue comme un risque pour l'État-providence, un thème qui a reçu beaucoup d'attention dans les pays scandinaves récemment. Donc, on est présentement à la recherche de nouvelles solutions pour régler ces problèmes. Et dans cette phase qui a commencé vers les années 2000, les pays scandinaves cherchent d'inspiration ailleurs. Les pays scandinaves sont très rationalistes, même, on peut dire, scientifiques dans leur formulation politique. Les politiques est très souvent basée sur la recherche. Et on utilise beaucoup de comités d'experts. Et pas seulement ça, on écoute à l'expert aussi. Un élément essentiel de ce travail, c'est d'étudier comment les autres pays règlent les défis dans le secteur d'immigration et d'intégration. Et dans ce processus, un grand nombre de bureaucrates et politiciens ont fait des voyages d'études où on cherche l'inspiration. Le premier instinct pour les pays scandinaves, c'est de regarder à l'autre pays scandinave. Pour mon pays, Norvège, on regarde qu'est-ce qu'il fait les Suédois. On va aussi regarder à l'autre pays européen, mais qu'est-ce que c'est intéressant, le modèle canadien a reçu beaucoup d'attention dans les pays scandinaves depuis 2000. Le Canada est une société d'immigration. Le Canada a une des plus importantes populations nées à l'étranger au monde. Et même aujourd'hui, le Canada reçoit plus d'immigrants per capita relativement à la population que la plupart des autres pays. En même temps, le Canada a une réputation dans les pays scandinaves comme étant un pays qui a profité énormément de la diversité culturelle. La politique d'immigration et l'approche sélective au Canada a comme objectif de recruter les immigrants qui seront faciles à intégrer sur le marché du travail et qui ne vont pas représenter un coût significatif pour les services sociaux et l'État-providence. Le modèle de multiculturalisme canadien est un élément crucial dans l'approche d'intégration.
Et le multiculturalisme est une doctrine qui voit les diversités culturelles comme une source d'enrichissement de la société. C'est important de dire que le modèle canadien a joué un rôle très différent dans les 3 pays scandinaves. Par exemple, l'approche suédoise est celle parmi les 3 pays qui a le plus ressemblance avec le modèle canadien présentement. Le Danemark est intéressant parce que le Danemark a adopté en plus une stratégie d'immigration plus sélective, mais c'est combiné avec une approche assimilationniste de l'intégration des migrants dans les sociétés danoises. Alors maintenant, on ne parle pas beaucoup de multiculturalisme en Danemark, on n'aime pas, même pas le mot. Norvège, comme toujours presque, quelque part entre les 2 pays. Le modèle canadien a reçu une attention significative du Danemark, de la Norvège et la Suède durant la réévaluation de leur politique publique d'immigration et d'intégration entre 2000 et 2015. Et les connaissances sur la politique publique et les idées canadiennes ont été utilisées pour l'élaboration de politiques publiques dans les 3 pays scandinaves. Cependant, le modèle canadien n'a pas été transféré comme un ensemble complet de réformes. Les pays scandinaves ont plutôt porté leur attention sur des éléments spécifiques de ces politiques publiques. Fondamentalement, l'approche canadienne axée vers l'immigration économique a été un point de référence central dans le mouvement général de la redécouverte de l'immigration économique, une tendance qui s'est produite dans les 3 pays scandinaves. Deuxièmement, le transfert de politique publique s'est effectué sous forme d'inspiration, où le modèle canadien a été utilisé comme stimulant intellectuel pour de nouveaux programmes et de nouvelles politiques publiques en Scandinavie. Des processus d'émulation plus actifs des politiques publiques et des programmes canadiens ont également été identifiés. Par exemple, l'adoption de cérémonies de citoyenneté ont clairement été transférées de la politique canadienne. Le modèle canadien a également contribué au processus qui a conduit à l'acceptation de double nationalité en Suède et au Danemark. Malgré cela, les politiques publiques et les programmes canadiens dans ces domaines ont tous été modifiés et adaptés pour les circonstances nationales des pays scandinaves. Par exemple, les cérémonies de citoyenneté ne sont pas obligatoires comme au Canada. Alors, on cherche l'inspiration, mais on va aussi adapter à le contexte scandinave. Troisième, l'acteur principal dans le processus de recherche d'inspiration et l'apprentissage à l'étranger, on était les députés, membres du Parlement, les politiciens. Néanmoins, les commissions d'experts ont aussi joué un rôle crucial durant la réévaluation des politiques publiques danoises, norvégiennes et suédoises. La façon dont le modèle canadien de politique d'immigration et d'intégration a été utilisé par les pays scandinaves reconfirme la réputation des pays scandinaves comme pays rationalistes et pragmatiques à l'égard de l'élaboration de leurs politiques publiques. Le modèle canadien de politique d'immigration et d'intégration a grandement contribué à façonner les débats. Toutefois, le modèle canadien n'a pas été copié ou imité dans son entièreté. Il a plutôt servi de stimulant intellectuel et de modèle d'inspiration en considérant les migrants comme une ressource positive. Cela implique également que le modèle scandinave peut aussi être pertinent pour le Québec et le Canada, du moins comme modèle inspiration. Comme vous savez, le modèle scandinave est très flexible et une chose est certaine, les pays scandinaves vont continuer de s'inspirer des politiques publiques des pays étrangers pour protéger et améliorer leur propre modèle. Merci. Le parti Sweden Democrats, on parle d'une partie de droite. Ce n'est pas une partie de droite, c'est une partie qui veut protéger les Suédois et disent qu'on ne peut pas
donner notre état de providence qui est très généreux à tous les étrangers. Ça, c'est leur position. Mais ils ne sont pas contre l'état de providence. C'est la même chose à peu près dans les autres pays scandinaves. Il n'y a pas vraiment une tendance importante, comme chez vous à Québec, qui vote pour des conservateurs qui veulent un État moins fort, des impôts plus bas. Ça existe. Politiquement, ce n'est pas très fort dans ces pays-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différences entre les partis, mais il y a un certain consensus. Donc, le consensus, c'est comment limiter les impacts de ces tendances internationales. C'est très intéressant avec le parti anti-immigration parce que pour très longtemps, le Suédois a toujours dit que le parti anti-immigration, c'est juste le Danemark et le Norvège, ça. Mais maintenant, c'est aussi en Suède. Et une chose qui est différente, c'est que les Suédois ont décidé de ne pas parler avec cette parti. Ils sont complètement isolés dans leur parlement. La Norvège, le parti est beaucoup moins extrême que le parti suédois parce qu'il était toujours intégré dans les discussions. Et maintenant, on a un parti anti-immigration qui est avec le gouvernement, avec le parti conservateur. Et le parti est beaucoup moins anti-immigration parce qu'ils sont intégrés. Cette année, ils vont accepter 180 000 migrants, mais la grande majorité sont des réfugiés sur un pays de 9 millions de personnes. Donc, il faut comprendre ça. La majorité des gens appuient tous les autres partis qui sont d'accord, mais il y a une minorité assez importante qui trouve que c'est trop et qui vote pour ce parti, les démocrates suédois. Et c'est clair que ça ne peut pas continuer. Donc, il n'y a aucun pays qui, per capita, accepte quelque chose semblable à ce qui se passe en Suède. On disait il y a 30 ans qu'un Suédois de 70 ans avait le même cœur qu'un Québécois de 40 ans. La prévention, et d'ailleurs, c'est dans les nouvelles politiques de santé publique, c'est vraiment d'aménager les villes pour que les personnes âgées puissent continuer d'être actives et de participer à la société parce qu'on pense que ça aussi, c'est préventif et que la participation au marché du travail plus longtemps va faire en sorte que les gens vont rester en meilleure santé. Au Danemark, par exemple, une travailleuse sociale va chez les gens à partir de 75 ans une fois par année pour leur demander s'ils ont des besoins de services pour rester à domicile. On ne rêve pas, là. Et rendu à 80, c'est 2 fois par année. Quand vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'auxiliaire familial ou tout ça pour rester à domicile. C'est un choix de société. Les communes donnent beaucoup de services. C'est dépolitisé. La personne qui est à la tête de l'agence, elle est choisie par les 7 principaux partis. La dernière fois, elle est là pour 7 ans et elle est choisie par les partis qui sont au pouvoir sur une base de consensus. Donc, elle ne change pas nécessairement avec le changement de gouvernement, de sorte que ça dépolitise beaucoup la gestion du système de santé. Et jamais le ministre de la Santé est interpellé. Puis nous, ici, on gère beaucoup en politique. Les cabinets, vous le savez, les cabinets gèrent les crises, ils gèrent les... Alors, cette dépolitisation du système de santé, ça permet d'être, je vous cite encore, beaucoup plus scientifique et beaucoup plus pragmatique. Les conseils régionaux qui gèrent la santé, c'est vraiment des politiciens qui sont très spécialisés en santé et ils sont tenus par des lois nationales de se comparer aux autres régions et de donner des performances qui sont comparables. Sinon, ils ne payent pas. Il y a beaucoup d'incitatifs et de désincitatifs dans le système. Par exemple, s'ils ne sont pas capables de respecter les listes d'attente pour le traitement de cancer ou une chirurgie de la hanche, les gens vont aller se faire opérer dans la région d'à côté. C'est la région déficiente qui doit payer. Donc, c'est un désincitatif très fort à laisser aller les listes d'attente parce que ça leur coûte plus cher. Et plus ils sont performants, plus ils reçoivent des gens des régions d'à côté, donc plus ils font de l'argent. Alors, il y a une belle compétition, mais tout à l'intérieur du système public.
tout est public. Donc, si vous voulez savoir combien gagne n'importe qui dans la société, ces données sont publiques. Il y a dans toutes les villes, si tu y vas, il y a des cours de soir subventionnés par l'État assez généreusement, où les gens ordinaires vont aller pour discuter de la politique internationale, les questions d'environnement, etc., etc. Quand on va voyager en étranger pour apprendre, ça coûte beaucoup d'argent. Pourquoi c'est accepté? C'est parce que tout le programme sur le voyage d'études sont publiés sur le site web à le Parlement, même très longtemps en avance. Alors, les médias peuvent regarder et ils trouvent que ça coûte cher, mais c'est intéressant. Peut-être on va apprendre quelque chose. Au mot qu'on n'a pas parlé beaucoup, c'est solidarité. Et ça, c'est intéressant. On parle de solidarité pour les pauvres, mais quand Norvège a trouvé les ressources de pétrole, on a décidé qu'on ne peut pas utiliser ça maintenant parce qu'il y a aussi une solidarité entre les générations. On a dit que nous, on ne peut pas prendre un petit morceau de ces ressources, mais le reste, ça va être pour les générations futures. Alors, c'est une solidarité générationnelle.